Bonjour, aujourd'hui je veux te parler d'un point qui revient très souvent dans les premières séances que j'ai avec les personnes qui me contactent pour améliorer leur français. Il revient inévitablement cette question de la grammaire française, de comment réussir à appliquer les concepts, comment arrêter de faire des erreurs sur le passé, le futur et même juste comprendre ces sujets-là et comment les utiliser, les démonstratifs, cela, ça, cela, celle-là, qu'est-ce que c'est tout ça? Souvent, c'est confus, les livres de grammaire, ça n'aide pas beaucoup. Remplir les exercices à trous, fill the blanks exercises, donc les exercices à trous, ça n'aide pas toujours, même pas souvent. Ça aide un petit peu et je vais t'expliquer comment un peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, on va voir 6 conseils, ou 6 en français avec le pouce, 6 conseils essentiels pour apprendre la grammaire française d'une façon qui a du sens et qui va se traduire en progrès réel quand tu parles et quand tu écris. Premier conseil, c'est parti. D'abord, on veut éviter le rules and exceptions overwhelm. Donc, on veut éviter ce sentiment d'être dépassé par toutes ces règles, toutes ces exceptions. Il y a cette blague qu'on fait souvent entre les apprenants de français et les profs de français que l'explication de la règle, c'est ça, et les exceptions, c'est ça. Donc, il y a beaucoup plus d'exceptions que d'explications de la règle. C'est un peu exagéré, d'accord, mais c'est vrai que souvent on a cette impression que on apprend une règle et après on apprend tous les cas où ça ne s'applique pas. Ça, c'est peut-être pas la priorité en fait. Peut-être que la façon dont on enseigne la grammaire, c'est pas la plus utile pour la mettre en application tout de suite. Surtout si on apprend avec des livres de grammaire. Avec un prof, les profs ont parfois du bon sens et puis veulent vraiment vous aider à maîtriser la langue et ils arrivent ou elles arrivent à communiquer la grammaire d'une façon qui est plus pratique, on va dire. Donc un des défauts des livres de grammaire, c'est qu'ils sont exhaustifs. Exhaustif, ça veut dire très complet. Peut-être trop complet. Trop de choses d'un coup, trop d'informations. Mais même ça, je dois nuancer parce que parfois, c'est trop d'informations d'un coup. On a toute la règle, toutes les exceptions et on ne sait plus par où commencer. On est perdu, on n'arrive même pas à faire le début et puis on abandonne. Et d'autres fois, il n'y a pas assez d'informations. Ça peut paraître paradoxal quand tu as déjà 2 pages d'informations sur une règle et moi je te dis non, il n'y a pas assez d'informations. En fait, je veux te dire qu'il n'y a pas les bonnes informations ou pas des informations connectées avec ce concept qui permettent de donner du sens à toute la grammaire, de lier les concepts entre eux et puis de vraiment apprendre à déchiffrer les modèles, les récurrences du français, les patterns en anglais. Donc, des choses qui vont t'aider à voir les récurrences du français et puis les choses qui nous aident à comprendre un concept en utilisant un autre concept que tu as peut-être compris. Bon, c'est assez abstrait ce que je te dis là, mais ce que je veux dire, c'est que dans le livre de grammaire, souvent, il manque la vision globale, the big picture, sur un concept. Donc, par exemple, quand tu vois les pronoms relatifs qui, que, dont, ou, souvent on ne te dit pas que dont, D-O-N-T, et le pronom en, E-N, ils sont liés. Et quand tu vois ça d'une nouvelle façon, comme ça te permet de voir le fonctionnement, la logique qui est derrière la grammaire. Et je sais qu'il y a des personnes qui aiment comprendre pourquoi. C'est ces gens, quand on passe tous par cette phase quand on est enfant où on veut savoir pourquoi, pourquoi, pourquoi. Certaines personnes adultes aussi, elles ont besoin de savoir pourquoi, d'aller décortiquer au fond des choses, d'avoir cette vision globale pour ensuite aller chercher chaque point du concept et les appliquer, les pratiquer de façon progressive. Donc les livres de grammaire, c'est difficile d'organiser cette vision globale comme ça et
Chaque personne n'a pas besoin des mêmes éléments. Donc, mon conseil pour éviter ce sentiment de trop de règles, trop d'exceptions et trop de choses éparpillées mais qui ne sont pas liées les unes aux autres, c'est d'essayer de comprendre et d'identifier quels sont les concepts essentiels, ceux dont toi tu as besoin, et puis de laisser tomber les autres. Pour le moment, tu reviendras plus tard quand tu auras un niveau plus avancé, quand le besoin arrivera, mais pour le moment, concentre-toi sur les essentiels. Et la perception du caractère essentiel d'une règle ou d'un point de grammaire peut varier d'un prof à un autre. On n'a pas tous les mêmes pet peeves ou les mêmes marottes, comme on dit en français. Donc, certaines personnes, certains profs de français sont très attachés à l'accord du participe passé avec les verbes être, avoir. Pour moi, j'avoue, c'est pas ma priorité, sauf si tu prépares un DELF ou un DALF, où là, bon, c'est un point qui peut te permettre de gagner des points, des notes, une note supérieure. Mais sinon, franchement, c'est pas ça qui va t'aider à parler d'une façon plus fluide. Donc, peut-être que tu peux demander à plusieurs profs, plusieurs tuteurs, tutrices, tu peux observer les usages chez les francophones et faire une moyenne. Donc, average, une moyenne de ce que tu observes et de ce qui te paraît important et essentiel. Et puis, ensuite, tu sélectionnes les concepts en fonction de tes objectifs et de ta langue maternelle. Parce qu'il y a des concepts, s'ils existent dans ta langue maternelle, peut-être que ça va être très rapide de les voir en français. On va introduire le concept, tu vas faire quelques exemples, et parce que c'est déjà familier, eh bien, peut-être que tu vas l'apprendre tout de suite et on peut passer à autre chose. Donc ça, c'est important aussi de prendre ça en compte quand tu choisis quel point de grammaire tu veux prioriser. Deuxième conseil, une progression logique. Mais la logique, c'est comme le bon sens ou le sens commun. C'est pas si commun que ça. Chaque personne a sa logique, la façon dont le cerveau se développe et pense. Ça dépend aussi de ta culture, de ta langue d'origine, enfin, de plein de choses. Donc, ce qui est important, c'est que la progression, elle soit logique pour toi. Pas pour le livre de grammaire, pas pour ton prof, pour toi. Et donc, ça, on adapte à chaque personne. Donc, par exemple, dans les liens qui sont sous la vidéo, tu trouveras un article de blog avec mes suggestions pour étudier les conjugaisons françaises. Donc, je sais, je viens de te dire que c'est pas la logique de Cathy, de ton prof ou de qui que ce soit, c'est la tienne. Mais j'ai observé certaines tendances avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Et donc, c'est le schéma qui revient le plus souvent. Il y a des petites variations. Des fois, on fait une conjugaison avant une autre, le passé avant le futur ou le futur avant le passé. Ça dépend des préférences, mais globalement, les grandes catégories et l'enchaînement des conjugaisons, il y a une progression qui est assez naturelle dans le français. Troisième conseil, appliquer, 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 pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ça, je le dis tout le temps, mais je n'arrêterai jamais de le dire. Comprendre un concept et savoir l'utiliser soi-même sont deux choses très différentes. Donc, il n'y a pas de secret. Pour maîtriser quelque chose, il faut d'abord le comprendre ou alors l'entendre beaucoup, avoir une perception intuitive de ce concept et ensuite le pratiquer, s'entraîner à le dire à voix haute si on veut parler, à l'écrire et puis recevoir du feedback et des corrections sur comment améliorer son usage de ce point. Quatrième conseil, ça c'est pour les moments où tu as une idée mais tu pas trop sûr de toi et tu aimerais bien te souvenir de la règle ou de quand est-ce que je suis censée utiliser l'imparfait ou quand je dois utiliser passé composé. Donc pour ça, on peut définir, trouver des trucs mémotechniques, des petites astuces pour se souvenir de quand utiliser l'imparfait, par exemple. Donc ça peut être des astuces, que je vais te donner un exemple tout de suite, ou ça peut être des exemples clés familiers. Des phrases que tu dis tout le temps, dont tu as besoin tout le temps dans ta vie quotidienne, donc des choses qui sont très fréquentes. Donc si c'est fréquent,
et que tu l'apprends de la bonne façon, et bien après, pour les choses moins fréquentes qui sont le même type de situation, tu peux juste te souvenir, OK, quand je parle de mes souvenirs d'enfance, quand j'étais petit, j'allais dans la maison de campagne, etc. Ça, c'est l'imparfait. Donc, si je parle d'un autre souvenir, de peut-être quand j'étais adolescent ou quand j'étais à l'université, c'est le même type de situation, donc je vais me souvenir que, OK, c'est l'imparfait et puis après j'ai mon autre truc mémotechnique pour me souvenir de qu'est-ce que c'est l'imparfait, quelles sont les terminaisons. Donc voilà, c'est un enchaînement de petites étapes. J'appelle ça des ancres, un anchor, une encre, donc un truc très mémorable où si tu as besoin de vérifier, tu es en train de faire ton examen du DELF ou du DALF ou du TCF, tu es en train de relire ta production écrite et tu dois vérifier tes conjugaisons. Quels sont ces petits trucs qui vont te permettre tout de suite de vérifier tes conjugaisons grâce à ces choses que tu as mémorisées, ces astuces, ces trucs mémotechniques? Je t'en donne un, donc j'ai dit que je te donnerais un exemple. Donc ça, c'est pour le conditionnel et les hypothèses avec si. Quand on est un enfant, en France, à l'école, on apprend cette expression. Les si n'aiment pas les ré. Donc ça veut dire que dans une hypothèse avec si pour une réalité alternative, donc on ne va pas dire si j'aurais, parce que les si n'aiment pas les ré. Donc si ne peut pas être suivi avec aurait. Dans aurait, tu entends ré, il y a un si j'aurais, non, pas possible. Donc on sait que si c'est pas j'aurais, c'est j'avais. Ça se ressemble, hein. J'aurais, j'avais, c'est la consonne du milieu, le premier son, puis la consonne quand on l'écrit. C'est un V, on garde notre imparfait. Donc, c'est ces petites techniques qui nous permettent de se souvenir des règles. Quand on parle en conversation, c'est plus difficile de faire tout ce cheminement mental, mais avec l'habitude, ça devient automatique. Donc, si tu convoques, tu invites ces trucs mémotechniques, quand tu as un doute, tu vas voir, tu vas t'habituer à le faire, et puis au bout d'un moment, ça va devenir automatique. Et si c'est justement ces hypothèses, si tu veux plus d'exemples, en fait, va voir, après cette vidéo, va voir ma vidéo sur comment ne pas faire d'erreur entre le futur et le conditionnel en français. Et je te donne 2 astuces, 2 trucs mémotechniques pour différencier ces conjugaisons que tu pourras ensuite appliquer quand tu auras un doute sur la bonne conjugaison, la bonne terminaison du verbe. 5e conseil, comme je te l'ai dit dans mes podcasts, tu n'es pas obligé d'utiliser le vocabulaire du jargon de la grammaire française. Mais je te suggère plutôt de mettre ta propre étiquette sur chaque concept, c'est-à-dire que tu peux lui donner le nom que tu veux, mais associe ce nom personnel au nom officiel. Au cas où tu doives vérifier dans un livre de référence, chercher des exercices ou discuter avec ton ou ta prof de français, c'est quand même utile de savoir que, par exemple, si je te dis la forme avec en et le verbe qui termine par ant, par exemple en chantant, tu l'as déjà entendu, j'imagine. Si tu as au moins un niveau intermédiaire en français, tu as déjà entendu des verbes comme en chantant. Donc, la forme avec en et le verbe qui termine par ant, c'est une façon de décrire le concept qui est très bien. Tu vois tout de suite ce qu'on veut dire. Donc, tu n'es pas obligé de savoir que ça s'appelle le gérondif et que c'est formé avec la préposition en et le participe présent du verbe. Ça va? Tu me suis toujours avec le jargon, vocabulaire, grammaire ou est-ce que je t'ai perdu? Bon, ce vocabulaire, ce jargon, ça facilite la communication avec ton prof de français ou ta prof de français, mais c'est pas obligatoire. Bref, ce gérondif, tu l'appelles comme tu veux. L'idée, c'est de l'associer à un truc qui va te permettre de comprendre quand et comment l'utiliser. Parce que, en plus, le problème avec les noms techniques, c'est que parfois ça crée de la confusion. Le gérondif, je l'aime bien parce que ça existe en anglais et en espagnol, par exemple.
et le concept a plus ou moins le même fonctionnement et le même usage. Donc c'est super pratique. Si tu cherches des exercices sur Internet, tu peux taper exercice gérondif FLE, F-L-E, ou exercice gérondif français, et tu vas trouver ton bonheur. Mais ces noms, ces étiquettes de grammaire, si on parle de subjonctif à un français et de subjonctive à un allemand, c'est pas du tout la même chose, pas du tout le même concept. Donc là, ça peut créer de la confusion sur qu'est-ce que c'est exactement le subjonctif. Et là, on touche à une limite du jargon des linguistes. Une dernière chose à propos des exercices de grammaire, justement, très importante. Je vois tellement d'exercices du style conjugue les verbes au plus que parfait. Ça a ses avantages. Tu apprends à associer une forme verbale à un nom, à une étiquette. Donc, par exemple, tu sais reconnaître, après plein d'exercices, tu sais reconnaître que j'avais décidé, c'est du plus que parfait. Mais le problème, c'est que souvent, il n'y a pas assez de contexte dans ces exercices pour te permettre de savoir quand utiliser ce temps dans la vraie vie. Si tu as une phrase hors contexte avec du plus que parfait, ça n'a aucun sens. Parce que le plus que parfait n'a de sens qu'en relation avec une autre action. Pour utiliser le plus que parfait, il faut deux éléments. Deux événements qui ont une relation et qu'on veut classer chronologiquement. Parfois, un des événements est implicite. C'est le contexte ou le cerveau du locuteur qui décide que cet élément est là dans ma tête, mais je ne l'exprime pas forcément. Par exemple, mon cerveau aime beaucoup le plus que parfait, un peu trop. Parfois, c'est pas nécessaire. Je pourrais utiliser le passé composé, mais j'utilise le plus que parfait parce que c'est ma subjectivité, c'est ma nuance que je veux te transmettre. La langue, c'est pas une science exacte. C'est une activité humaine, donc c'est subjective. Donc, si tu dois retenir une chose, c'est que oui, il y a des règles, mais il y a aussi beaucoup de nuances et que c'est mieux d'apprendre à développer ton propre langage en français plutôt que de copier des choses que tu as apprises par cœur. Pour résumer, en somme, avec ces exercices, remplis les trous, coche les cases sur Duolingo, associe les deux formes de verbes. Tu sais conjuguer au plus que parfait, wouhou! Mais comme dit l'expression, ça te fait une belle jambe, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. Si t'es pas capable de l'insérer dans tes productions orales ou écrites, à quoi ça sert de savoir que j'avais décidé c'est du plus que parfait? L'idée c'est de l'utiliser, n'est-ce pas? Donc, ce plus que parfait, à quoi sert-il? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour le maîtriser enfin? Est-ce que tu as besoin de faire plus d'exemples pour comprendre, de traduire dans ta langue, de faire un dessin, de faire des phrases en contexte? Bon, ça, c'est le travail que je fais en séance avec mes clients et clientes et tu vas voir que la grammaire, c'est un sujet fascinant et au service de tes idées et de ta subjectivité. Pour terminer, si tu étudies seul de façon autonome ou même avec un prof ou une prof, tu peux faire beaucoup de ce travail en combinant l'observation de ce que tu entends et de ce que tu lis, des explications synthétiques que tu peux trouver dans des livres ou sur Internet, de préférence qui comparent le français et ta langue maternelle ou une langue que tu comprends et que tu maîtrises bien, et troisièmement, la pratique, évidemment. Donc si tu es seul, ça va prendre plus de temps et puis c'est mieux d'avoir une personne à qui demander les explications pour les nuances, mais c'est possible de faire beaucoup de choses déjà soi-même. Voilà, c'était les 6 conseils fondamentaux que je voulais te donner pour apprendre la grammaire française et je t'invite à t'abonner à ma newsletter, le lien est sous la vidéo. Abonne-toi aussi aux vidéos pour recevoir les suivantes et avec ma newsletter, tu recevras des courriels chaque semaine et je vais partager aussi des informations sur les produits et les services que je propose aux apprenants et apprenantes qui sont prêts et prêtes à travailler sur leur français avec une méthode basée sur l'observation, l'analyse et la pratique. Des questions, des commentaires écrits en dessous et je te répondrai personnellement. Ciao ciao!